Un jour, on a ramené un grand panneau sur un territoire en forêt de l'ONF en disant l'Amazonie, c'est aussi ici. Bon, c'était gonflé, j'avais 20 ans. Née en 1956 à Boulay-Moselle, elle est notamment diplômée en sciences de l'écologie. Vice-présidente du Parlement européen, elle y siégera en tant que députée vert presque 10 ans. Ancienne vice-présidente de Metz Métropole chargée de la mobilité, elle dirige aujourd'hui l'Institut européen d'écologie au cloître des Récollets. Marianne Isler-Béguin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va aborder plein de choses avec vous aujourd'hui, votre parcours, votre personnalité. Mais d'abord, un peu d'actualité, forcément. En ce moment, vous le savez, se déroule la COP27, conférence autour des changements climatiques. Le patron de l'ONU a lancé en début de semaine aux dizaines de chefs d'État réunis en Égypte, je cite, « L'humanité a un choix, coopérer ou périr ». Alors on rentre directement dans le vif du sujet. Est-ce que nous sommes arrivés à un point de non-retour, selon vous ? Oui, malheureusement, le non-retour, c'est par rapport au réchauffement, au changement climatique. Alors, est-ce que ça veut dire que la Terre va s'arrêter de tourner, que l'humanité va s'arrêter ? Non. Justement, cet appel d'urgence de la part de M. Guterres, que je connais par ailleurs, que j'ai connu au Parlement européen, eh bien, c'est vraiment un cri d'alarme, mais c'est pas le premier. Hein. Depuis 1992, à Rio, les scientifiques, les personnes, les associations, les personnes qui s'intéressaient déjà au changement climatique et puis à la perte de la biodiversité, alertaient. Donc, ça fait des années et des années. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive à un seuil. Donc là, il faut agir et pas dans 15 ans, agir aujourd'hui. À l'heure actuelle, les engagements des pays sont loin d'être à la hauteur des objectifs des accords de Paris, à savoir limiter le réchauffement de la planète sous les 2 degrés. Qu'attendez-vous, vous, à titre individuel, de cette COP27 ? On a toujours l'espoir quand même que, à force de leur dire il y a urgence, que les gens vont prendre au sérieux. Les responsables vont le prendre au sérieux. Mais très sincèrement, je n'y crois pas. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les intérêts des États sont ailleurs. On préfère dire qu'on va fabriquer des armes pour préparer les prochaines guerres, plutôt que de dire, eh bien, on va aider les plus démunis, les pays qu'on appelle aujourd'hui vulnérables, à s'engager et à préparer le changement climatique qui leur tombera dessus. Donc voilà, ce sont des choix politiques. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont les armes qui rapportent plus que l'investissement en écologie. Donc voilà, ils ont un choix. Les chefs d'État qui vont se rendre à Sharm el-Sheikh ont un choix à faire. Ce sont des choix politiques. Soit on choisit, une fois de plus, de faire du business, ou alors on choisit l'avenir pour nous et pour nos suivants. Aujourd'hui, comme pour les années précédentes, ça a toujours été une question de priorité finalement. Oui, non, c'est une question de politique. Ce sont des priorités politiques. Ce sont les chefs d'État, au nom de leur gouvernement, qui s'engagent. L'ONU, il y en a beaucoup qui critiquent l'ONU, mais c'est encore aujourd'hui la seule instance où vraiment les chefs de gouvernement, les chefs d'État se retrouvent et se parlent. Donc ça, c'est important. Mais il faut aller au-delà. La priorité des priorités, c'est la préservation de notre Terre. Ce n'est pas la planète, elle continuera sans nous. Mais c'est la Terre qui nous accueille en tant qu'être humain et être vivant. Alors vous l'avez évoqué, avec une présidence africaine pour cette édition, la justice climatique est au cœur des débats. Qu'est-ce que vous pensez de ce que réclament justement les pays vulnérables, ceux qui payent parfois le tribut le plus lourd de ce dérèglement climatique, c'est-à-dire un mécanisme finalement de financement spécifique pour ces pays vulnérables ? Écoutez, le financement, c'est vraiment une histoire qui date d'il y a maintenant 20 ans. On dit qu'il faut aider les pays
qu'ils ne sont pas responsables de cette situation calamiteuse au niveau planétaire. Donc, ils ont raison de dire c'est pas nous les responsables, nous sommes vulnérables, c'est nous qui allons en subir les conséquences, donc c'est à vous de nous aider. Ils ont tout à fait raison. C'est vraiment la justice, c'est de l'équité au niveau international. C'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait des gens qui, je ne vais pas le nommer, Elon Musk, qui a des milliards et qui va aller sur la Lune, qui va faire n'importe quoi avec ces milliards. Et en fin de compte, ailleurs, on cherche quelques centaines de milliards pour aider des populations, le continent africain, l'Inde, etc. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, tout ça, ça devient insupportable et je comprends tout à fait. Mais ce que je ne comprends pas de la part de ces pays-là, c'est qu'ils fassent un chantage en disant, écoutez, si vous voulez rien faire, on va faire comme vous. Alors ça, c'est encore pire. C'est empirer la situation. Donc là, on a vraiment besoin de discussions et puis, nous, les pays pollueurs, il faut le dire, nous avons une responsabilité. Je ne vais pas dire qu'il faut se flageller tous les matins, mais nous avons une responsabilité que nous devons assumer. Et aujourd'hui, quand même, nous avons encore les moyens de faire des armes, donc on a aussi les moyens d'aider ces pays-là. Ce n'est pas une question d'aide en donnant de l'argent comme ça, mais c'est vraiment les aider à trouver un développement, justement, qui n'entraîne pas ce que nous, on a fait. Ça a l'air facile, c'est pas facile du tout, mais d'un autre côté, aujourd'hui, les scientifiques, vraiment, ils travaillent depuis 92, depuis Rio, ils travaillent. Ils ont fait des efforts considérables. Aujourd'hui, c'est eux qui manifestent. Ils manifestent pour dire « écoutez-nous, écoutez-nous, nous avons des solutions à vous apporter. » Donc, ils ont des solutions, et donc, il faut aussi, et surtout, écouter ces scientifiques qui ont travaillé et qui continuent à travailler. Et évidemment, il y a une évolution. L'énergie, quelle est l'énergie de demain qui ne soit pas polluante? Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut donner une réponse nette. Mais c'est l'évolution. Il faut suivre cette évolution. Et les scientifiques sont là pour nous guider. Et ils savent ce qu'il y a à faire. Et surtout, ils savent ce qu'il ne faut plus faire et qu'on continue quand même à faire. Vous parliez de responsabilité juste avant. Emmanuel Macron a reçu ce mardi les représentants des 50 sites les plus polluants de France pour leur demander d'investir massivement dans la décarbonisation de leurs émissions. L'enjeu aujourd'hui se joue clairement à grande échelle finalement. On demande de faire des petits gestes au quotidien, mais ça se joue à grande échelle. Les deux. Les deux, c'est sûr que les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, ce sont évidemment les industriels, mais nous, chacun, la population dans son entièreté est responsable aussi. Et donc, il faut que nos décideurs, ou nous, les responsables associatifs, nous entraînions nos populations. Il faut vraiment les amener à accepter d'aller vers autre chose. Et pour cela, là aussi, il faut être exemplaire et il faut les aider. Et lorsque le président de la République, M. Macron, nous annonce que pour sortir de la crise énergétique actuelle, on va construire des centrales nucléaires qui seront peut-être opérationnelles dans 15 ans, on pose la question, mais aujourd'hui, que vont faire cet hiver les populations pour se préserver, pour se prémunir et pour ne pas avoir des factures d'électricité qui explosent? Donc cet argent-là, on peut le mettre ailleurs. Aujourd'hui, c'est la sobriété, mais c'est l'isolation. Si l'État, le gouvernement, l'Europe indique, voilà, aujourd'hui, maintenant, on investit massivement, que chaque particulier, chaque citoyen, chaque famille ait un quota pour investir dans l'isolation. Donc, bénéfice pour la facture, sa propre facture, bénéfice pour les émissions de gaz à effet de serre, bénéfice pour les économies d'énergie. Franchement, c'est du bon sens. Et ce bon sens-là, même, on n'y est pas encore. Donc, il y a quand même certaines questions à se poser. On va revenir désormais plus en longueur sur votre parcours. Alors, vous êtes né donc à Boulay, vous avez grandi à la ferme, en pleine nature, naturellement.
Oui, dans un petit village, oui, oui. Mes parents étaient paysans, donc effectivement, et c'est là aussi que j'ai vu que mon père, qui était donc de la génération d'avant, eh bien, était peut-être déjà un peu déconnecté de la nature. Il ne connaissait pas les oiseaux ou les plantes, alors que la génération d'avant, mon grand-père, eux, c'était les abeilles, c'était différent. Donc, c'est le stade où on a fait faire un palier aux agriculteurs, donc hop, les engrais, les pesticides, etc., sans savoir ce que ça représentait. Donc, je crois que j'ai été vraiment sensibilisée très tôt à Justement, la nature, à la dégradation de la vous nature. arrivez à mettre un événement, une date sur le début finalement de votre combat écologique Oui, ou c'est venu naturellement? c'est naturellement, mais c'est parce que je voyais la dégradation lorsque j'étais très jeune, étudiante, militante déjà. C'est vraiment le remembrement. Les remembrements, puisque j'étais à la campagne, les remembrements sur ma commune et ailleurs. Et on voyait, on coupait tout. Les rivières, les ruisseaux, tout était coupé et les études d'impact, on ne savait pas trop ce que c'était. Donc 76 quand même, les études d'impact étaient obligatoires et c'est comme ça que moi, en tant que géographe, j'ai participé en tant qu'étudiante à des travaux avec nos profs. On allait faire des actions expérimentales sur le terrain pour justement prendre en considération les données de la biodiversité, etc. Donc c'est vrai que très tôt, j'ai été sensibilisée. Vous parlez de militantisme. Vous avez par exemple un exemple d'une des actions que vous avez menées étant jeune, une des premières qui vous a particulièrement marqué peut-être? J'ai toujours été antinucléaire, ça c'est clair. Et donc, on a fait des animations. Bon, j'ai fait beaucoup d'activités militantes. Et puis, en 86, c'est vrai qu'on a fait une grosse manifestation internationale à côté, en face de Cattenom. Et donc là, on a un peu déjoué la police. On a fait croire qu'on faisait une action en face de Cattenom et en fin de compte, on était ailleurs pour mobiliser les gens sur l'autoroute pour distribuer des tracts. Enfin bon, il y a eu tellement d'activités, ou alors aussi dans le cadre de la biodiversité. La coupe à blanc à l'époque, c'était vraiment on coupait à blanc. Et puis donc un jour on a ramené un grand panneau sur un territoire en forêt de l'ONF en disant l'Amazonie c'est aussi ici. Bon, c'était gonflé, j'avais 20 ans, 25 ans, c'était vraiment gonflé. Et effectivement, l'ONF n'a pas du tout apprécié parce que comparé. Mais quand même, ça a marqué les esprits parce que les coupes aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de coupe à blanc. On préserve quand même des espèces. Donc tout ça a bien changé, mais ça n'a pas suffi. Ça ne suffit absolument pas parce que la dégradation est telle que les petites actions, ça servait d'exemple. Ça servait d'exemple. Donc voilà, une vie de militante. Ensuite, vous avez été vice-présidente du Parlement européen. Ça aussi, ça s'est fait assez naturellement ou comment vous en êtes arrivée là finalement? À un moment donné, on passe en politique. C'était un objectif pour vous de Non. c'est Lorsqu'on s'apercevait que on avait beau expliquer en tant qu'associatif qu'il ne fallait pas faire comme ça, que c'était pas comme ça, et qu'il fallait préserver la biodiversité, etc. Ceux qui étaient en face, souvent, les décideurs, c'était des élus. Et c'est là qu'on s'est dit, écoutez, voilà, il faut aussi se présenter pour montrer qu'effectivement, il y a une force là, qui est une force associative, mais qui est une force qui veut préserver la planète. C'est pas pour des intérêts particuliers, c'est pour la planète. Et c'est comme ça, donc,
en 80-86, et après, on s'est présenté aux élections. C'était un sacré challenge parce qu'on avait peur en se disant si on se présente aux élections et qu'on perd, parce qu'on était sûr de perdre, c'est sûr, quelle va être la réaction des élus? Est-ce qu'ils vont vraiment nous bombarder ou alors et en fin de compte, c'est l'inverse qui s'est passé. Ils nous ont reconnus comme étant de leur père, quoi, aussi. Et ensuite, on a continué, j'ai continué à me présenter aux élections. C'était quoi finalement le plus difficile dans les années 90? Parce que le regard sur l'écologie n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui était le plus difficile? De se faire comprendre peut-être? Mais c'était plus difficile et plus facile en même temps. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les données sur l'écologie qu'on a, les gens, ils vont sur Internet, ils comprennent tout de suite, ils savent. Tandis qu'à l'époque, il n'y avait pas toute cette information. Donc nous, on était tellement sûrs de nous. Et bon, je suis sûre que parfois, on n'était pas tout à fait, on était peut-être à la limite, mais on était tellement sûrs enfin j'ai toujours des convictions, mais on avait vraiment ces convictions de convaincre que l'écologie, eh bien, il fallait la prendre en considération. Et ça, c'était intéressant pour nous, en tant que jeunes, cette militance, parce que c'était quelque chose qui était neuf. Les écologistes, on est les derniers sur l'échiquier politique à avoir amené une nouveauté. Donc pour nous, c'était vraiment, c'était très fort. Et tous ceux qui étaient dans ce combat à l'époque au niveau de l'écologie, eh bien, on y croyait, c'était assez dingue. Il y avait rien qui pouvait nous perturber. On fonçait, quoi, parce qu'on savait que c'était pas pour nous personnellement qu'on travaillait, mais que c'était vraiment pour la collectivité, pour les générations futures. Et ça, c'était complètement différent. Et depuis 2016, désormais, vous dirigez l'Institut européen d'écologie. Vous pouvez nous rappeler déjà quand ça a été créé et quelle est finalement la raison d'être de l'Institut? Alors aujourd'hui, donc je suis momentanément présidente de l'Institut européen d'écologie à la mort de Jean-Marie Pelt. Et puis l'Institut, j'étais étudiante à l'Institut lorsque l'Institut a débuté. Donc les jeunes qui sont aujourd'hui à la retraite comme moi, Daniel Béguin, Jacques Florentin, on était tous des étudiants de l'époque, dans les années 70, donc 75, 76, 77. On était étudiants, donc on était présents à l'Institut européen d'écologie et on animait aussi déjà l'Institut. Et ensuite, moi j'ai fait mon parcours, parcours associatif, politique, et ensuite, eh bien, je me retrouve à la présidence de l'Institut après ces 50 ans, et on s'aperçoit que, je dirais malheureusement, je le regrette, il est décédé, Jean-Marie Pelt, mais je crois qu'il aurait pu plus développer cet institut et vraiment entraîner la région tout entière, l'Euro-région, l'entraîner dans un projet beaucoup plus ambitieux qu'actuellement. Et ça, je le regrette. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, l'Institut travaille avec l'Université de Lorraine. Oui, c'est important pour la formation, pour l'avenir justement, de montrer aux jeunes les pratiques qu'il faut pour que la société évolue dans le bon sens. Mon boulot, mon ambition, c'était donc de refaire en sorte que l'Université de Lorraine et d'autres universités et l'Institut européen d'écologie, on travaille ensemble à un MOOC qui remplace les cours d'écologie qui ont eu lieu, donc faire un MOOC pour que tous
les étudiants, parce que ce n'est pas seulement les étudiants qui sont intéressés par l'écologie, c'est que tous les étudiants aient des notions minimales d'écologie générale. Et ça rentre finalement dans le cursus d'enseignement supérieur. Disons que pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'université nous dit c'est son rôle. Et nous, on dit on est là aussi pour donner le plus. Bon, maintenant, c'est pas évident non plus. Hein. C'est parce que l'université a grandi. L'université de Lorraine, c'est une grande université. On travaille aussi avec l'université de Mulhouse. Mais par contre, l'Institut européen d'écologie, à mon avis, n'a pas suffisamment progressé. Et c'est une association à but non lucratif. Donc, effectivement, il faut trouver les moyens. Et voilà, on est toujours, tout le monde est dans la même difficulté, je dirais, financière, parce que c'est ce qu'il y a de plus délicat actuellement. Bon, on a un peu de retard, Marianne. On passe à la suite. C'est la pause café. Première question, c'est la même pour tous. Votre café plutôt long ou court? Long. Long. Votre plaisir coupable? Vous n'avez pas le droit de me répondre le chocolat. Pourtant, c'est le chocolat. Pourtant, c'est le chocolat. Bon, si c'est ça. Votre loisir préféré? Moi, c'est le cinéma. Le cinéma. D'où Cinéplanète, le festival qui arrive bientôt. Si vous deviez nous donner votre plus grand défaut? Je veux dire que j'en ai pas. Hein. Je suis trop gourmande. C'est peut-être qu'il y en a beaucoup, justement. Oui, non, je suis trop gourmande. Ça va avec le chocolat. Qu'en porteriez-vous sur une île déserte? Un objet et un objet. Non, pas d'objet, parce que je vais les fabriquer. Non, peut-être quelques bouquins. Des livres. Le métier que vous vouliez faire étant enfant? Étant enfant Ou que vous auriez aimé faire, peut-être? J'aurais peut-être aimé faire de la musique. Musicienne? Oui, quel musicienne. style? Quel style, quel instrument? Non, j'aurais aimé jouer du piano, je gratte un peu de la guitare, mais c'était il y a longtemps. Non, vraiment, oui. Faire du piano, être une grande pianiste, ça m'aurait plu. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Quelle est la personne qui a eu le plus gros impact, dans votre vie, dans votre entourage ou non? Théodore Monod. Théodore Monod, pourquoi? Parce que c'est un être exceptionnel, modeste et qui a fait tellement de choses. Et voilà, donc non, il m'a vraiment inspiré, il m'a soutenu et vraiment il était présent lorsque j'avais besoin de conseils, il était toujours là. Et pour conclure cette petite pause, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous? Voilà, c'est un peu prétentieux, quoi. Qu'elle aura essayé. Elle aura essayé. Très bien. Merci beaucoup, Marianne. On passe à la suite. C'est l'addition. On conclut rapidement par un petit quiz. Vous allez devoir retrouver un personnage politique à l'aide d'indices que je vais vous donner. Plus vous mettez de temps à répondre, moins vous engrangez de points. Moi, il n'y a rien à gagner, je vous rassure, pas de pression. Dès que vous avez la réponse, donc vous me la donnez le plus rapidement possible. Première personnalité à trouver. Attention, ça va très vite. Top, c'est parti. Je suis né en 1933 à Thionville. J'ai plusieurs casquettes comme la politique, l'écriture ou l'écologie. L'environnement me préoccupe particulièrement et je le fais savoir grâce à la participation à de nombreuses émissions, documentaires, interventions à la radio ou encore par mes ouvrages. Jean-Marie Pelt, bonne réponse, 2 points. On passe à la deuxième personnalité. Je suis un militant écologiste et homme politique français, membre des Verts à partir de 1999. Je suis directeur des campagnes de Greenpeace France de 2002 à 2008. Jadot, bonne réponse. 3 points, donc 5 en tout. Pour l'instant, vous êtes plutôt pas mal. Et enfin, dernière personnalité mystère à trouver, Marianne. C'est parti, je n'ai que 19 ans, mais mon nom est déjà très connu à travers le monde. J'acquiers cette renommée internationale justement pour mes actions militantes et plusieurs interventions et discours. Vous l'avez au bout de la langue. Oui, j'ai un trou. Je suis l'un des principaux vecteurs du mouvement de grève scolaire en Europe et dans le monde. Greta Thunberg. 2 points, donc ça fait 7. C'est très bien par rapport aux autres invités. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, Marianne. Une petite actualité pour terminer, c'est ce festival Cinéplanète qui commence le 15 novembre. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Bah écoutez, c'est le 5e, c'est formidable parce que nous avons pas mal de réalisateurs qui viendront et puis des belles surprises parce qu'on s'aperçoit quand même qu'en 5 ans, eh bien, les jeunes réalisateurs s'intéressent de plus en plus aux questions environnementales, changement climatique et donc ils font des réalisations assez extraordinaires et plein de choses, des films, des documentaires très intéressants à voir et surtout après chaque film, il y a un débat avec la salle, avec un grand témoin, soit réalisateur, soit et toujours un grand témoin qui fait partie de notre groupe d'écologistes, de soutien. Et donc ces débats sont superbes parce qu'on s'aperçoit que le grand public, il est intéressé et il cherche des solutions. Et il dit voilà, je veux participer et j'espère qu'il y aura de plus en plus de gens qui viendront parce que ça se passe à Metz, au cinéma club. Et vraiment, c'est une très belle ambiance et on apprend des choses. Et on espère que les gens qui viennent nous apprendront également en retour. Et vous en parlez plus en longueur avec Alicia Hublot dans la boîte à malice, bien sûr, disponible en replay sur moselle.tv. Merci beaucoup encore. Merci à vous pour l'invitation. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée.